Bonjour Sylvie Matera. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes économiste senior advisor du cabinet de conseil d'audit Forvis Mazars. Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School, mettez bien le micro devant la bouche Gilbert. Et vous avez publié Travailleurs mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions de Buck Supérieur. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Est-ce que vous croyez, Gilbert, une seconde à la possibilité de ressusciter l'accord sur les retraites qui a donc échoué hier à 22h40 et vis-à-vis duquel le Premier ministre François Bayrou nous disait ce matin on est à deux doigts d'y arriver, ce serait trop dommage de ne pas y arriver. Je réunis tout le monde à Matignon pour tenter de trouver un compromis. Écoutez, je pense que la porte n'est pas complètement fermée. La probabilité est faible, mais il est tout à fait logique que le Premier ministre, à l'initiative du conclave, veuille tenter la dernière chance. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux jouent le jeu, si j'ose dire. C'est pas un jeu, mais répondent à cet appel du Premier ministre. Moi, je vois dans ce conclave de 4 mois autre chose qu'un échec. Il y a eu, dans ces 4 mois, une nouvelle forme de démocratie sociale en France qui est vraiment intéressante. Pour une fois, pendant 4 mois, sur un sujet particulier, les retraites, les partenaires sociaux ont échangé, ont discuté, parfois durement, ont bénéficié de chiffrages, d'informations qui leur étaient apportées à leur demande en continu par les administrations publiques, ont bénéficié de toutes les expertises dont ils pouvaient avoir besoin, se sont rapprochés quand même assez fortement sur quelques points. Je pense par exemple au calcul de la retraite portée au compte pour les femmes avec enfants. La proposition du MEDEF a été considérée comme vraiment intéressante par l'ensemble des partenaires sociaux. Je la rappelle, Gilbert, c'était de calculer la pension des mères de famille sur 23 ou 24 ans et non pas les 25 meilleures années. Absolument. Pour les femmes ayant eu un enfant sur 24 ans, pour les femmes ayant eu 2 enfants sur 23 ans. Donc il y a eu quand même des avancées, il y a eu des discussions dans des conditions qui ne sont pas celles de la négociation interprofessionnelle habituelle et de la négociation à haut niveau entre les partenaires sociaux habituellement. Habituellement, ça se passe au siège du MEDEF, sur la base de documents rédigés par le MEDEF, et sur lesquels les syndicats de salariés réagissent. Là, les documents étaient préparés, rédigés, compte tenu des discussions, par l'animateur, si j'ose dire, de ce conclave, Jean-Jacques Mared, qui était vraiment la personne qu'il fallait à l'endroit où il fallait. Et si lui n'est pas arrivé à conduire ce conclave vers un accord, personne ne pouvait y arriver. Mais néanmoins, à mes yeux, il y a une nouvelle forme de dialogue social, une nouvelle forme de démocratie sociale qui est peut-être née de ce conclave. Alors après, le rapprochement n'est pas total. On a vu quand même des changements très importants. Par exemple, les syndicats de salariés acceptaient de renoncer à un retour sur l'âge des 64 ans par rapport aux revendications initiales, par rapport au mouvement de 2022-2023. C'est quand même un changement radical. Donc il y a des changements, il n'y a pas d'accord, mais il y a des transformations et peut-être qu'on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle forme de démocratie sociale qui pourrait être prometteuse pour notre pays. Si je vous suis bien, Gilles Berset, ça signifie que le dialogue social interprofessionnel n'est pas mort. Ça signifie que le paritarisme a encore un avenir. Absolument. C'est pas l'avis de tout le monde. Vous savez, depuis 2015 et l'échec de la négociation qui avait été, comment dirais-je, conviée par le ministre du Travail de l'époque, Rebsamen, sur les institutions représentatives du personnel. Depuis 2015, la négociation interprofessionnelle est un peu particulière. Elle n'aboutit qu'à des accords qui ne sont pas normatifs, ou très peu normatifs, qui donnent simplement des directions, des intentions. Là, on est passé à quelque chose d'autre dans cette négociation, dans le cadre du conclave, puisque les points de vue étaient fortement différents, fortement nuancés, et le dialogue a été fort et virulent, je dirais, sur des points centraux. Et les partenaires sociaux n'ont pas voulu se contenter de quelque chose qui ne pourrait être
qu'indicatif, comme ils l'ont fait dans beaucoup d'accords interprofessionnels sur les derniers mois et sur les dernières années. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Et le fait de ne pas arriver à conclure, c'est ce qu'on observe aussi dans d'autres pays dans lesquels la démocratie sociale est vive, dans lesquels la négociation entre les partenaires sociaux est très très active. La réussite n'est pas toujours au tournant. La méthode est nouvelle, la franchise est nouvelle, la volonté de rechercher un point de compromis était réelle, affirmée des deux côtés de la table. On peut s'en féliciter, même si aujourd'hui encore, je dirais, un compromis n'a pas encore été trouvé. Néanmoins, sur quelques points encore, il faut le souligner, hein, sur quelques points, il y avait accord entre les partenaires sociaux. C'était néanmoins, aux yeux des deux côtés de la table, c'était pas les points les plus forts et les plus importants. Il y a eu des avancées. Il y avait notamment dans les points d'accord l'idée qu'il faudrait probablement mettre les retraités à contribution, soit en désindexant les pensions, soit en remontant les taux de CSG réduits, ou les fameux abattements de 10% dont vous nous avez si souvent parlé, Gilles Berset. Vous avez complètement raison. De façon surprenante, la presse en a rendu compte, donc il n'y a aucun secret de fabrication derrière. Les partenaires sociaux s'étaient entendus pour désindexer de 0,8 points une première année, de 0,4 points une deuxième année, les retraites. 1,2 points. Bon, ça nous fait entre 4 et 5 milliards d'euros. Vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Alors, a posteriori, on peut s'étonner. La désindexation était acceptée par les deux côtés de la table, alors que le gouvernement Barnier est tombé pour désindexer simplement les fortes retraites et ramasser dans l'opération simplement une économie de 2 milliards d'euros. Là, c'était entre 4 et 5 et une désindexation de l'ensemble des retraites de 1,2 points sur 2 ans. Donc une avancée vraiment incroyable, considérable. Il faut quand même souligner, j'ai les chiffres sous les yeux, le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites mettait en avant qu'il y a des déficits malgré tout devant nous qui sont à financer. On est à 6 milliards et demi en 2030, hein, c'est ça je crois. On est ouais. en euros 2024, cette année 2025 à un peu plus de 5 milliards. En 2030 à 6 milliards en euros 2024. Hein. Ouais, oui. Et en 2035, toujours en euros 2024, à 14 milliards et demi. C'est quand même des sommes relativement considérables sur lesquelles, bien sûr, il faudra trouver des solutions. Ce n'est pas l'accord entre les partenaires sociaux qui les trouveront, mais il faudra les trouver. Ça fera l'objet, j'imagine, des prochaines discussions budgétaires. Dans l'état actuel de notre discussion ce matin, c'est la réforme Borne de 2023 qui va en théorie continuer à s'appliquer selon le calendrier prévu. Absolument, oui, mais néanmoins, des décisions budgétaires et financières vont devoir être prises. On va y revenir. Dans le PLF et le PLFSS. Absolument, on va y revenir. Concernant les retraites également. Comment vous regardez cette situation ce matin, Sylvie Matera, sur ce que Gilles Berset appelle une forme de renouveau du dialogue social? Je ne partageais pas le même optimisme au petit matin, je ne vous le cache pas. Hein. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se concentre sur le non-résultat en fait de ce conclave. Mais effectivement, de l'avis de tout le monde, la méthode nouvelle a été très appréciée. Le fait que la négociation ne soit pas tenue au MEDEF, mais dans un lieu qui était prêté par les pouvoirs publics. Le fait qu'ils aient accès à des analyses qui étaient préparées par les administrations compétentes. Donc ça, c'était vraiment très nouveau et c'est vraiment bien, je trouve, de pouvoir avoir cette discussion dans un lieu neutre en quelque sorte. Donc ça, je pense que c'est un plus, mais il y a aussi d'autres plus qui vont sortir de ce non-succès en quelque sorte. C'est le fait qu'on garde l'âge de 64 ans, qui est à mon avis très important. Alors pas tellement, je trouve qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'âge, mais pour moi, ce qui est plus important que l'âge, c'est l'horizon qu'on donne aux gens qui travaillent. C'est-à-dire que quand vous avez un âge de la retraite qui est à 60 ou 62 ans, quand vous éprouvez des difficultés professionnelles à 58, on se dit, en fait, il reste plus que quelques années, donc on se met plus facilement, on a plus facilement accès à des mécanismes de pré-retraite. Si l'horizon s'éloigne, vous arriverez à mettre davantage de seniors dans le marché du travail. Et ça, c'est super. C'est la déformation positive et naturelle du taux d'emploi avec la borne d'âge. Et ça, c'est super important parce que le taux d'emploi au-delà de 58 ans et encore plus au-delà de 60 ans est inférieur en France à ce qui existe dans les autres pays européens. Et donc, si on veut retrouver, le fait d'avoir plus de gens qui travaillent génère plus de croissance. Donc, c'est très, très important de remettre plus de seniors sur le marché du travail. Et en éloignant cet horizon-là, on arrive à ce résultat. Donc ça, je trouve que c'est excellent. Je trouve aussi qu'on a
parlé beaucoup des modalités de financement de cette retraite, que la capitalisation a perdu son caractère de mot tabou, et ça c'est une bonne chose aussi. Gilbert vient de le dire, il y aura des financements à trouver de toute façon, même si on garde la réforme actuelle, et donc l'introduction d'une dose de capitalisation, à mon avis, est inéluctable. Et ça aussi, c'est le fait qu'on ne s'interdit plus de penser à ça est quelque chose de positif. Le fait de ne plus s'interdire de penser à ça. Le principe, c'était que normalement, si accord il y avait, il devait acter l'ouverture d'une négociation, une nouvelle négociation, pour aller vers un fonds de capitalisation obligatoire piloté par les partenaires sociaux, à l'instar de ce qui se passe dans la fonction publique. Ah oui, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Non mais on est bien d'accord. Mais rendez-vous compte qu'il y a encore 6 mois, c'était hors de question. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi finalement un atout, un point positif de ce conclave. On a un sujet budgétaire, Gilbert Sett. D'ailleurs, si Jean-Pierre veut dire un mot là-dessus, il peut. Mais je préfère me réserver un peu sur la situation internationale. La situation internationale. Il faudra me laisser du temps. Mais bien sûr, Jean-Pierre. Vous avez vu que je vous cours pas après. Là, je vous laisse tranquille. Donc, oui, on a un sujet budgétaire. Oui. Parce que finalement, dans cette négociation autour des retraites et les éventuels financements qui devaient apparaître, pouvaient intervenir des financements qui allaient rentrer dans les recherches de milliards dès l'année 2026. Absolument. Dès l'année 2026, il va falloir trouver des financements. Les pouvoirs publics ont avancé le chiffre de 40 milliards. Trouver 40 milliards par rapport à une tendance, hein, c'est pas par rapport au budget de l'année précédente. C'est pas une baisse de dépenses publiques, c'est une moindre augmentation. Néanmoins, toujours comme ça que ça fonctionne. Trouver 40 milliards, bon, voilà, c'est pas évident. On n'a pas l'habitude de le faire et d'y arriver. Et évidemment, au-delà de ces 40 milliards, il y a le financement des retraites qui va devoir être assuré pour l'année 2025 et puis pour les années ultérieures jusqu'en 2030. Je voudrais juste réagir sur un tout petit point. Allez-y. Sur la capitalisation. Qu'on soit pour ou contre la capitalisation, à la limite, peu importe. La question quand même à avoir en tête, c'est l'enjeu financier de la chose. Imaginons, les retraites représentent 14 points de produit intérieur brut aujourd'hui en France. Comme on est sur 400 milliards d'euros par an. On est sur environ 400 milliards. Et je précise, c'est l'ensemble des régimes. Hein, c'est l'ensemble des régimes. Parce que y compris les régimes complémentaires, les régimes spéciaux, etc. Bon. Pour simplement un point de PIB financé par la capitalisation, il faut un patrimoine d'environ, avec un rendement de 5%, il faut un patrimoine d'environ 20 points de PIB. 20 points de PIB de patrimoine pour financer un point de PIB par capitalisation. 20 points de PIB de patrimoine, c'est pas loin de 700 milliards d'euros. Justement, ça me semble énorme comme montant. J'étais resté sur l'idée que si on avait eu un patrimoine d'environ 300 milliards, on pouvait commencer à engager une capitalisation sérieuse. 300 milliards, on fait un demi-point de PIB, on finance un demi-point de PIB. Il vous faut 700 milliards à peu près. Pour faire un point. Avec un rendement de 5%, il faut 700 milliards pour financer un point de PIB de capitalisation. On est à 14 points de PIB de capitalisation. Donc ça resterait, j'ose pas dire anecdotique, mais très faible. On est à 14 points de coût des retraites et un point de capitalisation. Sachant que, bien sûr, dans la période actuelle, les finances publiques, tout le monde a en tête ce qu'elles sont, d'une part. Les gains de productivité, on a aussi en tête ce qu'ils sont, c'est-à-dire très faibles et encore négatifs par rapport à la fin 2019 et donc avec peu de possibilités de financer des gains de pouvoir d'achat et un financement de la constitution du patrimoine nécessaire à la capitalisation. Vous voyez, il faut avoir les ordres de grandeur. Alors bien sûr, on peut regretter que l'occasion n'ait pas été saisie dans les années 50, 60, 70. Maintenant, c'est fait. Il faut avoir en tête l'enjeu financier de la chose, qu'on soit pour ou contre la capitalisation. Sylvie Matera. Ça veut dire que c'est une opération qui prend 15 à 20 ans. Voilà. Au bas mot. Non, mais je suis bien d'accord avec ça. Alors effectivement, on peut regretter que ça n'ait pas été mis en place dans les années 50, mais en fait, c'est pas une raison pour pas commencer. Plus tard on commence, moins on aura d'impact. Donc effectivement, il faut pas croire. Par contre, ce qui est vrai, il faut vraiment que tout le monde en ait conscience que c'est un produit miracle, qu'on va remplacer le système actuel par la capitalisation du jour au lendemain. Ça, absolument pas, parce qu'il y a une montée en charge très très longue. Mais il faut commencer, parce que de toute façon, le rapport entre actifs et non actifs ne va pas s'améliorer. Donc il faut commencer. Il faut commencer, mais sans augmenter les prélèvements obligatoires. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui ont été mises en avant. Alors, certains disent qu'il faut partir du fonds de réserve des retraites.
Mais enfin, il est à 21 milliards, le fonds de réserve des retraites. On est très loin des montants que vous évoquez. D'autres, je crois que c'est Bertrand Martineau, évoquent l'idée de partir avec ce qu'on trouve aujourd'hui chez Agirc Arrco. Mais ce qu'utilisaient les réserves d'Agirc Arrco pour démarrer de la capitalisation ne serait pas perçu par une partie de la population comme une forme de hold-up, puisque c'est quand même de l'argent qui a été cotisé, mis de côté, qui déjà d'ailleurs est géré en tant qu'excédent sous forme de capitalisation. Est-ce qu'on a le mode d'emploi, Gilbert, pour aller vers la CAPI? Il faut quand même voir ce que sont les réserves à l'heure actuelle. L'ensemble des réserves de tous les régimes de retraite. Ah oui, tous les régimes, mais vous allez mettre... C'est à peu près 200 milliards. Voilà, vous me mettez les notaires, vous me mettez les pharmaciens, vous me mettez toutes les professions. On met tout. Agirc Arrco, c'est un petit peu plus de 100 milliards. Sur ces 100 milliards, il y a une partie qui doit être gardée, évidemment, pour amortir éventuellement des fluctuations, des recettes qui pourraient sinon entraîner des difficultés pour servir les droits à retraite complémentaire. Ça, c'est un premier point. Donc 100 milliards, vous voyez, on est loin des 700. Et sur ces 100 milliards, une partie est indispensable pour assurer les 6 mois, là ça fait 13 mois à peu près de réserve, les 6 mois indispensables pour la sérénité en quelque sorte du versement des droits. Mais par ailleurs, sur le plan juridique, encore une fois, sur le plan juridique, il y a autonomie de gestion. Exactement. Il y a autonomie de gestion des partenaires sociaux. Donc il y a un aspect un petit peu complexe à gérer dans une période où on veut au contraire faire monter le rôle des partenaires sociaux, entre autres, dans la gestion éventuelle des retraites. Mais quand on voit, par exemple, toutes les caisses excédentaires de professions particulières, j'ai cité les pharmaciens, j'ai cité les notaires, mais il n'y a pas que. Au grand jamais, on peut imaginer que sur décision publique, on aille prendre leurs excédents pour les verser dans un fonds paritaire de capitalisation. Je pense que ça se passerait très mal. Ça s'appellerait du vol. Et sur le plan juridique, d'ailleurs, ça serait peut-être un petit peu complexe. Je voudrais quand même rassurer les auditeurs. Les projections... Rassurez donc les auditeurs sur le fait qu'ils auront une retraite. Sur l'avenir des retraites, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié il y a une dizaine de jours nous indique que dans le produit intérieur brut, les dépenses de retraite resteraient à peu près stabilisées à environ 14% du PIB. Donc il n'y a pas de dérive des dépenses. Le problème de financement vient d'une petite contraction des recettes. Mais je dirais que la question n'est pas là. La question n'est pas là. On a 14% du PIB qui est siphonné par les retraites. De la même façon qu'on a 32% du PIB qui est siphonné par nos dépenses sociales. Beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Et c'est pas parce que les retraites sont trop élevées par habitant, elles sont tout à fait comparables à ce qu'on observe en Suède, en Allemagne, en termes de taux de remplacement, on n'est pas un peu au-dessus des autres pays. Par habitant, nos retraites sont tout à fait comparables à ce qui est observé dans ces autres pays. Par contre, en pourcentage du PIB, elles sont supérieures. Pourquoi ? Parce que nous avons un faible produit intérieur brut par habitant. On en revient à ce que disait Sylvie, augmentation du taux d'emploi, augmentation du PIB, c'est la seule solution. Et on a un faible produit intérieur brut par habitant en France, comparé aux autres pays nordiques, scandinaves, Allemagne, Pays-Bas. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas parce assez. Que notre taux d'emploi est très faible, voilà. Entre autres sur les seniors. Pour vous donner un chiffre, le produit intérieur brut par habitant des Pays-Bas est de 30% supérieur à celui de la France. 30%, c'est phénoménal quand même. Et pourquoi principalement par le fait d'un taux d'emploi trop bas. Ce sera le mot avant de marquer une pause. Vous avez la parole après Jean-Pierre Petit. Juste une minute pour dire qu'on est entre 25e et 30e en termes de PIB par habitant. 25e dans le monde. Ça fait belle lurette qu'on n'est plus dans les rangs d'excellence. Voilà. La plupart des pays d'Europe sont devant nous, sauf les pays d'Europe du Sud. Et en particulier, on mentionne les pays d'Europe du Nord, sont très largement au-dessus de nous maintenant. Du fait d'un taux d'emploi beaucoup plus élevé. Bien sûr. Essentiellement. Et Sylvie Matera. C'est un vrai souci. Franchement, à mon avis, s'il y a un vrai problème, c'est de remettre plus de monde au travail pour pouvoir générer plus de croissance. Et effectivement, quand aujourd'hui on voit les problèmes budgétaires et on dit finalement, puisqu'on n'arrive pas à un accord, on va augmenter encore les prélèvements sociaux, les cotisations sociales. En fait, on est arrivé à un niveau où je pense que ça a un impact négatif. On est dans un cercle vicieux. Si vous augmentez ces cotisations, vous augmentez le coût du travail et donc vous désincitez à recruter. Donc on est dans un cercle vicieux. Et en fait, il faut vraiment
vraiment faire l'inverse. Il faut inciter les gens à aller travailler pour générer plus de croissance. Absolument. Vous voyez, nous avons les dépenses sociales d'un pays riche, alors que nous sommes un pays pauvre parmi les pays riches, comme l'a rappelé Jean-Pierre. On referme. Le challenge, c'est devenir un pays riche parmi les pays riches. On referme ce dossier des retraites. On va ouvrir le dossier international. Jean-Pierre Petit, vous aurez la parole. Comme vous avez un déficit de temps de parole, là, vous êtes tranquille pour la deuxième moitié de l'émission. Je m'en doutais un peu. Allez, on se retrouve dans un instant en direct depuis la Halle Freycinet, Paris 13e. À tout de suite.